Europe 1 Matin. Europe 1, il est 6h17, Europe 1 vous répond, c'est maintenant avec Thomas Soto. Une nouvelle fois avec la mésaventure qui est arrivée à 1 300 000 clients d'Orange, on a eu la preuve de la vulnérabilité de toutes les données personnelles qu'on laisse traîner sur Internet, sur nos portables, bref, partout où l'on passe. Bonjour Nicolas Arpagian. Bonjour. Vous êtes le directeur scientifique de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et l'auteur d'un que sais-je sur la cybersécurité publié chez PUF. C'est un leurre de vouloir protéger ces données personnelles ou pas ? Alors là, c'est un peu particulier puisque ce ne sont pas des individus, des particuliers qui sont en cause, c'est une entreprise qui s'est fait attaquer parce que ces données, elles ont de la valeur. Elles ont de la valeur d'une part parce que elles permettent d'acquérir d'autres informations, souvent financières, pour récupérer de l'argent. Et c'est pour ça qu'effectivement, des pirates cherchent à les récupérer. Mais comment ils s'y prennent pour pirater ces données ? Ils récupèrent un grand fichier qu'ils impriment ? Non, j'imagine que c'est pas ça quand même. En fait, ils récupèrent un fichier, effectivement. En fait, ils vont déjà chercher l'information là où elle est. C'est-à-dire, c'est normal que... Alors là, en l'espèce, a priori, chez Orange, c'est pas tellement Orange qui a été attaqué, mais plutôt un sous-traitant. Et souvent, en informatique, on va essayer de s'attaquer aux maillons faibles. C'est-à-dire, par exemple, là, on a le cas aux États-Unis avec une grande chaîne de la distribution qui s'appelle Target, où là, en l'occurrence, alors on est là sur des encore centaines de millions de noms, là, enfin une centaine de millions de noms. Et là, c'était le sous-traitant en climatisation qui avait été attaqué. À chaque fois, on essaye de voir, comme tout le système informatique est interconnecté, de voir quel est celui qui est le moins protégé, de manière à remonter, un peu comme le saumon qui va remonter le courant. Mais ça veut dire, Nicolas Arpagian, que quand on donne nos données à Orange, à Bouygues ou à que sais-je encore, ces données, elles partent chez des sous-traitants, elles voyagent, elles circulent, donc forcément, elles sont vulnérables. Elles sont valorisées. C'est un patrimoine, il est valorisé. Pourquoi là, en l'occurrence, c'était un sous-traitant chargé de faire de la relance commerciale pour vous inviter à changer de forfait, changer de téléphone éventuellement. Donc, effectivement, ces données, elles ont une valeur et on cherche à les récupérer de tous les moyens possibles. Alors, on a un tweet Divina avec le hashtag un matin. Que fait Orange pour nous protéger ? Il faut rappeler qu'Orange avait déjà été victime il y a 3 mois d'à peu près la même chose. Alors, c'est valable cette question pour Bouygues et les autres. Ils sont impuissants. Alors déjà, Orange a respecté la loi, c'est-à-dire que dès lors que elle a connaissance de fuite de données personnelles, elle a informé la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, et elle a prévenu les titulaires de données. Et ça veut dire que c'est déjà une très bonne chose parce que ça, c'est une transparence, j'allais presque dire c'est une honnêteté, et souvent les entreprises, tant qu'elles ne sont pas prises la main dans le pot de confiture, essayent de ne pas communiquer, donc là ça a été fait. Ensuite, effectivement, c'est de comprendre comment ces données sont hébergées et effectivement de préserver l'intégrité. C'est un peu comme pour une maison, vérifier les portes et les fenêtres. Mais objectivement, une fois qu'ils ont notre nom, notre mail, notre date de naissance, ils en font quoi ? Alors, l'idée, c'est que ça va permettre de vous envoyer des messages les plus personnalisés possibles qui vont vous inspirer confiance, notamment pour récupérer vos coordonnées bancaires. C'est-à-dire que les gens doivent s'attendre à être très vigilants aujourd'hui à recevoir des emails qui, officiellement, leur diront « Nous avons un trop-perçu de la caisse d'allocation familiale ». C'est ça qu'on appelle le phishing. C'est le phishing, l'hameçonnage en français, c'est-à-dire, en fait, alors c'est de l'escroquerie, il faut être très clair. Simplement, elles se fondent sur le crédit que peut avoir une grande entreprise. Ça peut être EDF, ça peut être GDF, la caisse d'allocation familiale. Donc ils se font passer pour eux. Ils nous envoient des mails grâce aux données qu'ils ont récupérées, qu'ils ont volées dans les portables ou ailleurs. Voilà. Ils vous donnent un motif qui vous donne envie de coopérer, par exemple un trop-perçu en votre faveur. Et à ce moment-là, vous êtes incité à donner vos coordonnées. C'est pour ça que, dans le doute, il faut toujours chercher à joindre la personne qui vous écrit, l'institution qui vous écrit, par un autre canal. Vous leur téléphonez, vous leur envoyez un mail à partir de votre compte client. Et il y a un point important, s'il n'y a qu'un seul point à retenir ce matin, on ne donne jamais ses coordonnées bancaires quand on nous envoie un mail et qu'on nous les demande. Certainement jamais, pas, effectivement. Jamais. Ça ne doit jamais venir d'une demande extérieure. Exactement. Et comment on reconnaît à coup sûr un mail frauduleux ? Alors, en tout cas, l'idée, c'est surtout d'éviter d'y répondre si on a un doute. Donc, le conseil qu'on peut donner, c'est utiliser un autre canal. Par exemple, si les impôts cherchent à vous contacter, vous prenez votre déclaration d'impôt et vous allez chercher le numéro de votre trésorerie et vous les appelez. Dites-moi, est-ce qu'effectivement vous avez un solde en ma faveur et comment fait-on pour le régulariser ? Parce que c'est vrai que ces mails frauduleux sont extrêmement bien faits parfois. C'est pour ça qu'il ne faut pas répondre, même par rapport si on les reçoit sur son téléphone portable, si par envie de bien faire, on voulait répondre rapidement, il faut s'en abstenir parce que, en plus, sur un téléphone, l'écran est plus petit, on a moins le temps d'analyser l'adresse exacte de l'émetteur. Il vaut mieux le faire poser devant un ordinateur fixe de bureau ou à la maison. Et alors, quand on fait des achats en ligne, Nicolas Arpagian, comment on est sûr d'être sur un vrai site ? Il y a le fameux HTTPS là quand on paye, mais ça, c'est une garantie absolue ou ça aussi, ils savent le copier ? Alors, effectivement, ils savent le copier. On a eu l'exemple il y a quelques jours, effectivement, où ce petit cadenas et le logiciel permettant d'établir ce petit cadenas avait été piraté. Il y a encore pas longtemps, c'était la garantie absolue. Voilà. En tout cas, on est dans un univers, comme à chaque fois qu'il y a commerce, il doit y avoir confiance. Donc aujourd'hui, si vous avez un prélèvement bancaire sur votre carte bleue que vous ne voulez pas et que vous ne justifiez pas,
On est dans une logique de l'assurance, c'est-à-dire que faute de pouvoir tout sécuriser, souvent une déclaration sur l'honneur et votre banquier vous remboursera. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir une description de la nature du mode opératoire des attaquants, de manière à informer les services de police et de gendarmerie, qui pourront ainsi considérer qu'il s'agit d'un mode opératoire à grande échelle. Plus on leur raconte comment on s'est fait avoir, et plus ça les aide dans Voilà, les enquêtes. et ça éduque et ça permet de faire de la prévention pour les autres. Et est-ce que les antivirus sur les ordinateurs sont le vaccin absolu contre le piratage? Alors, c'est nécessaire, c'est certainement pas suffisant, parce que qu'est-ce que c'est qu'un antivirus? C'est une base, comme une bibliothèque, qui va chercher dans une base de données de signature, c'est-à-dire des antivirus. Donc, un antivirus ne peut protéger que contre les virus qu'il connaît déjà. S'ils ne sont pas dans la bibliothèque, il ne les reconnaît pas. Donc, c'est une protection minimale, mais certainement pas suffisante. Il y a quand même le numéro 2 de Symantec, un des plus gros éditeurs de logiciels informatiques qui vend des antivirus justement, qui a déclaré avant-hier que l'antivirus était mort. C'est pas formidablement rassurant. À chaque fois que vous utilisez un système de protection, si les pirates, eux, ce qui compte, c'est le système qui fonctionne. Donc dès lors qu'ils se sont aperçus que l'antivirus leur posait problème, ils ont trouvé des moyens de contournement. Le phishing en est un, c'est-à-dire qu'on vous demande gentiment où sont les clés de votre appartement, et si vous avez eu la naïveté de répondre, on peut rentrer facilement chez vous. Dernière question, Nicolas Arpagian, les mots de passe, il faut vraiment en choisir des compliqués avec des chiffres, des lettres, des majuscules, voilà, alors on parle même de minuscules, phrases de passe, c'est-à-dire que plus votre mot de passe sera long, alors ça peut être les premières lettres d'une phrase plus ou on d'un l'oubliera poème, vite. Voilà, d'un poème qui vous plaît, et vous en changez régulièrement, et également utiliser des adresses mail jetables, c'est-à-dire que pour des usages uniques, si par exemple sur le Bon Coin vous vendez ponctuellement le canapé de votre grand-mère, vous utilisez un email qui ne servira que pour cette opération, vous renoncez à l'utiliser par la suite. Mais comment vous faites pour vous souvenir de tous les mots de passe? Moi, j'y arrive pas. Alors c'est pour ça qu'on utilise cette phrase de passe, ça peut être les premières phrases d'une chanson, ça peut être un poème, vous allez prendre les initiales de gens qui vous sont chers, mais en tout cas il faut trouver un moyen mémotechnique de manière à avoir ce renouvellement et cette créativité, mais elle est nécessaire pour la sécurité. Merci beaucoup Nicolas Arpagian d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Tous vos conseils, tous vos tuyaux, on les retrouve donc dans un petit livre qui est très bien fait, qui s'appelle, c'est un que sais-je, sur la cybersécurité. Il est publié chez PUF. Bonne journée à vous. Merci. Europe 1, il est 6h24. Europe 1 matin.